C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M. Fierté Montréal tourne la page sur une année éprouvante et propose un tout nouveau chapitre en annonçant un festival époustouflant cet été. Et un autre organisme de fierté, Fierté littéraire, en manque de financement, propose quand même une programmation minceur, mais pas moins intéressante. Eh bien, on va parler aussi de consommation d'alcool. Pourquoi pas? On est en train de parler de festival, c'est l'été, à la chronique Aux petits soins avec Gengis Grenier. Alors, l'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission qui a bien meilleur goût en toute sobriété. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Bon, on parlait de sobriété quand même. Fierté Montréal cette année, c'est une 17e édition, puis toute une édition. Pas une émission en toute sobriété, en tout cas qu'on va dire. Un grand vent de renouveau. Puis moi, je dirais pas juste un petit vent, un gros vent. Simon Gamache est directeur général de Fierté Montréal et Chris Ngabozeza est directeur de la programmation. Bienvenue à vous deux à l'émission. Bonjour. Bonjour. Salut Denis, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. On utilise les pronoms masculins, les accords masculins avec toi, Oui, Simon? Et lui, idem. Idem pour toi, Chris. Je commence par toi, Simon, parce que c'est la première fois qu'on se parle en tant que journaliste et en tant que directeur général depuis ce qui s'est passé. Donc, justement, je voulais parler de l'éléphant dans le studio. Oui. C'est ni un ni l'autre de nous, là. Alors, je veux parler de l'affaire du défilé annulé de l'an dernier. Oui. Je t'avais promis de ne pas passer l'entrevue sur ça parce que c'est pas intéressant pour toi. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut tourner la page. Mais au-delà là, du rapport Schnob, qui a fait état d'un quid pro quo, qui a mené à tout ça, toi, comment as-tu vécu la dernière année? Et surtout, commençons par cet événement-là. Comment as-tu vécu ça? Je suis pas sûr que c'est très intéressant de parler de moi parce que c'est une équipe au complet qui a vécu ça. Puis au-delà de ça, c'est les communautés qui l'ont vécu aussi. Ça a été difficile pour tout le monde, cette histoire-là. Oui, comme c'est pas tout le monde qui a lu le rapport Schnob, il y a eu des erreurs. Puis des erreurs, c'est humain. Puis des fois, malheureusement, au travail, il y a souvent des erreurs qui se commettent. Puis, mais c'est rare qu'elles sont aussi publiques que ça. Ouais. Et puis, après ça, il faut apprendre de tout ça. On a beaucoup appris de ça. Mais je peux te dire, ça a été très, très dur à l'interne. On l'a vécu ensemble, toute l'équipe. Puis une affaire que je suis très, très fier, c'est que tout le monde est resté. Oui, il n'y a pas eu de démission en bloc? Il n'y a pas eu de démission en bloc. Toute l'équipe administrative est restée. Puis même, on a beaucoup de contractuels avec qui on travaille. Puis les gens voulaient revenir. Puis je dirais que depuis, en fait, dès les journées après, on le sentait. Les gens se sont dit, on veut aider. Puis pas seulement le personnel, mais même nos partenaires se sont dit, on veut être là. Fait qu'on revient cette année non seulement avec l'équipe est restée intacte. On est allé aussi, je ne le cacherai pas, on a quand même on a repensé la structure de production d'opération. Il fallait repenser tout ça. L'organisation, ça a peut-être un petit peu mal vieilli, tout ça. Fait qu'il fallait un peu... Oui, parce qu'il y avait quand même des choses importantes dans le rapport. Moi, je me rappelle, on parlait de structure de gestion. Pas de gestion, mais de gouvernance, puis de plan d'urgence. J'imagine que ça... tout ça a évolué. C'est ça. On a, depuis 10 mois, là, on a tout... En fait, ça avait déjà commencé. Il y a un nouveau conseil qui était rentré en poste en 2020-2021. Moi, je suis arrivé à l'automne 2021. Fait qu'on avait déjà commencé beaucoup de la transformation de l'organisation. Alors, c'était déjà bien parti. Il y a des choses qui sont dans le rapport Schnob par rapport à la gouvernance qu'on savait. Il y avait des choses qu'il fallait faire évoluer. Le CA était au courant. J'étais au courant. Fait qu'on a continué ça, on a accéléré ça. Fait qu'on arrive aujourd'hui, oui, là, on a lancé la programmation. Ça, c'est bon. Ça, c'est l'aspect très public de la chose. Mais, disons, je veux pas diminuer la programmation puis l'image de marque, mais c'est la carrosserie. Mais aussi, c'est le moteur qu'on a remplacé. C'est plus qu'un changement d'huile qu'on a fait. Puis je ne conduis pas, j'ai pas de permis de conduire, fait que je ne sais pas de quoi je parle. mais c'est ça qu'on a fait. L'équipe est restée intacte. Puis aussi, on est très content parce que la totalité de nos partenaires sont revenus aussi. Puis on développe des nouveaux partenaires. On va y revenir à ça. Je t'ai quand même posé la question personnellement parce que je me dis... j'ai pas remarqué que tu avais plus de cheveux blancs que l'an dernier. Là, je sais. Bon, j'ai pas mal la même couverture de cheveux blancs depuis la fin de la vingtaine. Ça n'a pas beaucoup évolué. Non, mais ça a été extrêmement difficile au plan personnel.
J'ai eu la chance on me dit que ça a été très violent par rapport à moi un peu partout dans On a demandé ta démission. Oui, ça je oui. sais. Puis le matin même, alors que j'essayais encore de régler, les journalistes me demandaient est-ce que vous allez démissionner. Puis à ce moment-là, j'avais dit, regardez, là, je pense que j'ai été embauché pour transformer cette organisation-là, la faire avancer. Puis je pense que je suis encore la bonne personne. Je disais ça le matin même, là, c'est tout. Puis j'ai eu quand même, c'est sûr que on se questionne, des choses comme ça arrivent, on se questionne, on dit qu'est-ce que j'aurais pu faire différent, tout ça. J'ai eu à me regarder dans le miroir, dire OK, est-ce que je suis encore la bonne personne? Ma première affaire, c'est est-ce que c'est moi qui ai commis des actes répréhensibles ou qui ont causé ça? La réponse est non. Puis après, la deuxième question, c'est est-ce que je suis la bonne personne pour continuer? Je pense que oui. Puis troisièmement, est-ce que j'ai le goût de continuer? Oui, j'ai le goût de continuer parce que ça vaut la peine. C'est plus gros que moi, c'est plus gros que l'organisation. Fait que c'est ça. Fait que je suis resté. J'ai peut-être pas de cheveux blancs en plus, mais j'avouerai que c'était très dur pour ma santé physique et mentale. Mais bon, on se fait accompagner. Puis encore une fois, j'ai une super équipe autour de moi, donc Chris qui est avec nous. Ouais. Et justement, j'étais pour... parce que j'ai dit première chose due, j'avais dit 2... On a fait 3 questions, finalement, c'est pas si pire. On va pas passer toute l'entrevue là-dessus parce que c'est important ce qui se passe. Et je l'ai dit un peu plus tôt, Fierté Montréal fait un grand coup. On dirait un grand coup de balai avec sa programmation. Va-t-on oublier l'an dernier et aussi les 2 années d'avant qui ont été particulièrement difficiles avec la COVID? Écoute, au niveau de la programmation, je vous avoue que c'est une de mes plans de faire oublier les gens, que ce soit la pandémie ou l'été passé. Mais si c'est au niveau de la programmation, ta question, mais oui, on a travaillé super fort, on a une vision assez large et vous allez voir, la programmation cette année est très dynamique et pour vrai, c'est sûr qu'elle va jamais être parfaite, mais on essaie vraiment qu'il y ait quelque chose pour tout le monde, pour les gens de la communauté en tout cas. Oui, Simon? J'aimerais ajouter, parce que bien sûr, on a beaucoup parlé du défilé, puis le défilé, c'est le cœur de Fierté Montréal, c'est sûr et certain. Mais l'année passée, là, on a attiré 200 000 personnes. Oui. 200 000 personnes qui sont venues au Parc olympique, dans le village, aux conférences, un peu partout. Il ne faut pas oublier ça. Puis l'année passée, Chris était à la programmation. Puis Chris avait déjà fait un travail vraiment exceptionnel pour commencer à transformer la programmation. Je veux juste pas qu'on l'oublie parce que oui, il y a cette tâche-là qui est énorme par rapport au défilé. Mais moi, je suis très, très fier de ce qu'on a fait l'année passée. Absolument. Puis que toute l'équipe a fait. Il faut vraiment pas l'oublier, ça. Absolument. L'artistique, je pense, c'est oui, on a eu ce bad luck de l'annulation du défilé, mais pour ce qui s'est passé à l'esplanade de Parc olympique, on a comme un peu battu tous les records. Fait que c'était quand même il y avait des shows absolument incroyables. Ouais. Incroyables. Moi, je pense toujours là, le show avec les 2 drag kings, le nom du show de Majestic. Merci. Il y avait eu le show avec Diane Dufresne. Moi, j'étais presque tous les soirs là-bas et j'animais ici le matin. Alors, ouais. Écoute, commençons aussi là, avec le contexte cette année. Depuis le début de l'année, aux États-Unis, 400 projets de loi ont été déposés ou adoptés, des projets de loi anti-queer, notamment anti-trans et anti-drag queen. Il y a des pays comme l'Ouganda où c'est épouvantable ce qui se prépare là. Il y a même ici au Québec, là, puis je pense que moi je vais le nommer, il y a des gens comme Éric Duhem, il y en a d'autres aussi qui font vraiment du tapage sur notre dos. Comment ça joue ça dans votre réflexion? Parce que j'imagine que ça joue quand on fait une programmation. Comment ça a fonctionné tout ça? D'un point de vue programmation, c'est sûr que, bon, on le voit là encore récemment, il y a une drag queen qui va lire un conte dans une bibliothèque puis une manifestation. Fait qu'imaginez, nous autres, on arrive, puis c'est pas une drag queen dans une bibliothèque, là. C'est 150-200 artistes qui vont présenter devant des centaines de milliers de personnes. Exactement. C'est d'une toute autre ampleur. Donc, c'est sûr qu'il y a des enjeux de sécurité auxquels on doit penser, auxquels on pense tout le temps. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, je vais le dire, quand on a décidé de déménager au Parc olympique l'année passée, ça faisait partie de ça aussi parce que le Parc olympique est déjà semi-sécurisé. C'est une grande structure en béton. Fait que c'est pas un lieu qui est complètement ouvert sur l'extérieur. C'est facile d'y entrer. Fait que c'est sûr que ça jouait aussi dans la décision d'aller au Parc olympique. C'est beaucoup plus sécuritaire. On ajoute une couche. Mais c'est ça. Cette année, on est dans un contexte difficile, mais j'ai pas donné de consigne à Chris. Chris, même moins de ci, même moins de ça. Au contraire, notre job, c'est de visibiliser. Puis Exactement. C'est ce qu'on fait dans la programmation. Cette année, 95% des artistes sont de LGBTQIA+.
On en est très, très fiers. Puis même au-delà de ça, il y a, je pense que c'est 60% des artistes qui sont des personnes racisées cette année. Ouais. C'est drôle que tu parles de l'Ouganda parce que justement, on a une artiste sur le T-Dance qui est une artiste queer, femme ougandaise, qui va jouer sur le T-Dance, qui est une de nos plus grosses soirées. Wow. C'est aussi une personne brave, une personne brave. Là, on parle de tout très brave. Ah oui. Et d'ailleurs, justement, avant de faire j'ai même demandé à cette personne-là et à son équipe si ça valait la peine de publier que cette personne-là va faire partie parce qu'on est quand même la plus grande fierté francophone au monde. Donc la personne justement est très brave, elle dit oui, let's go. Fait que en tout cas, c'est quelque chose. Fait qu'elle vient de l'Ouganda. Elle vient de Kampala, puis elle va faire d'autres choses. Wow, c'est vraiment quelque chose. Et justement, parlons de ces têtes d'affiche cette année qui s'inscrivent dans cette volonté de dire wow, là, on va se visibiliser. Parlons de ces gens-là. Qui sont là cette année? Mais dans les têtes d'affiche, il y en a beaucoup, mais il y a aussi, mais c'est pas seulement des personnes qui viennent de nos communautés, c'est aussi des personnes qui sont nos alliés. Oui, le A, parfois, oui. Exactement, et voilà, il y a notre show d'ouverture avec Claude Pelgarg, on va avoir Joe Bocan, qui d'autre qui est là-dessus? Il y a Edith Butler, il y a Lumière, il y a Canon, il y en a vraiment beaucoup. Puis après... Et ça, ce show-là, ça va se passer au parc Émilie-Gamelin, parce que je comprends bien, vous avez 2 endroits, vous allez vous promener d'un à l'autre, là, c'est ça? Non, en fait, c'est ça. Cette année, on est sur 2 fins de semaine. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire du 3 au 13. Et de jeudi 3 au dimanche 6, on est au Jardin Gamelin, dans le village et les alentours. C'est vraiment juste à partir du mercredi 9 août, qu'on ouvre le parc olympique avec les grands shows à IMIX. Mais en fait, on part un peu en crescendo, si tu veux. Fait qu'on commence un peu local et tout. Puis on part sur des grands spectacles sur l'esplanade, le High Pride, je pense. Le High Pride. Le High Pride, la semaine suivante. Et donc voilà, c'est... Ouais, je me rappelle plus, c'était quoi ta question? Je parlais des grandes têtes d'affiche. Je sais qu'il y a plusieurs grands spectacles. Moi aussi, là, j'ai pris connaissance du communiqué assez rapidement aujourd'hui. Puis effectivement, il y a tout plein de grands noms qui sont là. Mais les grands noms ne sont pas... Il n'y a pas juste ça. Vous essayez aussi d'attirer des gens avec des grands noms pour voir les gens peut-être moins connus. Excuse-moi. Oui. Je vais lancer des fleurs à Chris parce qu'il y a une chose qui est exceptionnelle dans ce que Chris fait, c'est le dépistage d'artistes queer. Ben, oui, donc des grandes têtes d'affiche, mais Chris fait aussi fait attention aussi de s'assurer qu'on va des artistes émergents. Le spectacle qui parlait tout à l'heure, le 9 août, qui s'appelle IMIX, ben c'est un amalgame d'artistes très établis comme des Edith Butler, des Claude Pelgarg, puis tout ça, et avec des artistes émergents. Donc là, on a des gens qui vont venir pour voir les artistes établis, qui vont découvrir les artistes émergents. Et ça, c'est très important. C'est dans la mission de l'organisation. On a un festival à la base. Donc, de cette découverte-là, puis de se visibiliser. Puis nous, tous les autres grands festivals à Montréal et au Canada nous regardent. C'est sûr que ces personnes-là vont venir aussi à notre festival, vont découvrir et peut-être vont être après ça bookés par d'autres festivals. C'est le travail que Chris fait. Chris lui-même est un artiste, donc vient de tout ce milieu-là, donc opère à tous les niveaux. Puis c'est une force de notre programmation, je trouve. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, quand j'étais à l'époque, à la relève, c'est des genres de spectacles que j'aurais voulu voir pour moi. C'est des grands spectacles où tu as des personnes qui sont connues, établies, qui partagent la même scène avec des personnes de la relève. C'est une chance pour ces personnes-là d'être vues, d'être visibilisées. Et je vous jure qu'il y a des personnes qui vont se ramasser dans les mêmes shows, puis que ça serait juste probable chez Fierté Montréal et que ça serait jamais probable ailleurs. Fait que pour ça, on est vraiment fiers. Écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. On poursuit donc notre discussion avec Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal.
et Chris Ngaboziza. J'ai toujours de la misère à donner Ben, ton nom, puis je m'en excuse. Ngabonziza. Ngaboziza. Pourtant, je l'ai pratiqué, puis on se connaît depuis longtemps, c'est ça qui est de pire. Mais moi, je te connais comme Chris tout court. Alors, voilà. Ben correct. Directeur de la programmation. Moi, j'ai appelé ça la renaissance de Fierté Montréal, quand j'ai fait j'ai fait la préparation de l'émission. On parle donc on revient sur ces spectacles parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des spectacles, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les personnes. Il y a le spécial féminin, Féminix. D'ailleurs, pourquoi on met moi je le sais, mais peut-être de nous dire pourquoi on fait MX, Féminix, Latinx. Ben, il y a le X, justement, tu veux en parler, le X, Simon? Non, vas-y, tu le fais. Non. Non, parce que le X, en fait, c'est la lettre qui représente un peu tout le monde. En fait, c'est parti en 2021 quand le slogan était « Ensemble pour tous ». Oui. Puis ça a l'air que la lettre X, bien, c'est la lettre c'est la lettre de l'inclusion de tout le monde. Oui. Fait que même si c'est un spectacle pour les femmes de la diversité, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir aussi des personnes. Mais il y a on met l'accent sur, mettons, au Féminix, c'est le spectacle pour la femme de la diversité, mais ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres artistes, d'autres communautés qui viennent faire la fête avec. En fait, ça, c'est vraiment un thème qui revient souvent dans nos spectacles, où, oui, on conçoit des shows ou des spectacles pour célébrer une communauté en particulier, mais ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres personnes qui viennent se joindre au party, en fait. Parce qu'on ne veut pas que ça devienne un party. Mais ça n'a jamais été Fierté Montréal, un party de ghetto, de toute façon. C'est Je pense pas que de l'histoire. Oui. C'est ça. Mais c'est intéressant de le souligner même dans les mots, dans les termes. Dans les nominations, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes je pourrais dire, de personnes non queer qui viennent à nos événements. Oui, absolument. Puis je dirais, c'est fondamental. Puis les alliés, cette année, on en a parlé un peu tout à l'heure, le contexte sociétal actuel, les alliés sont plus importants que jamais. Oui, tout à fait. Parce que la pression sur nous est énorme. C'est dur à porter, c'est lourd à porter, c'est pas nouveau. Et là, quand c'est même au niveau politique, il y a des mouvements bizarres, ça nous prend nos alliés. Puis moi, je regarde ce qui s'est passé dans le dernier mois, puis est sorti c'est un certain politicien que tu as nommé, que je nommerai pas, mais qui se sont fait ramasser dans les médias. Par qui? Par des alliés. Tout à fait. Et ça, là, c'est formidable. C'est de voir, puis là, je vais nommer, de voir des Paul Arcand ou des Patrice Lagacé qui se lèvent et dire, ils vont les regarder, ils vont dire, ça n'a pas de sens ce que tu fais. C'est formidable. C'est ça qu'on a besoin. Exact. Dans notre programmation, on a besoin d'alliés et aussi, sur le site du festival, on a besoin d'alliés aussi. On veut voir nos alliés. Puis, c'est ça, c'est tout à fait cohérent avec notre mission. Les spectacles, habituellement, sont gratuits. C'est toujours le cas? 95% des spectacles sont gratuits. Donc, tout ce qui est au Parc olympique, tout ce qui était au Jardin Gamelin, c'est gratuit. L'année passée, on avait expérimenté, dans différents lieux. Cette année, on est allé un petit peu plus loin. Fait que quelques spectacles sont payants. Donc, on a quelques spectacles payants au National. Et aussi, Chris a une série intéressante à la SAT aussi qu'on va avoir dans le Dôme. Puis, non, c'est ça. Fait qu'on est aussi au Club Soda. Fait que quelques événements payants. Je le dis, ne sont pas encore... que les gens n'aient pas tout de suite en ligne. Là, c'est dans quelques semaines qu'on va lancer les ventes pour ces événements-là. Mais aussi, puis je dois le dire, on doit aussi... je vais le mentionner parce que pour les festivals, puis pas tous les festivals, c'est pas une année facile. Depuis l'année passée, les coûts de production des festivals ont explosé. Et les coûts de production ont explosé de 20, 25, 30%. Et ça ne veut pas dire que notre financement a augmenté. Ça fait que nous, il faut se poser des questions, il faut regarder nos modèles d'affaires. Puis, fait que là, on s'est dit, OK, on va y aller tranquillement. Est-ce qu'on peut aller chercher un petit peu de revenus de ce côté-là? Il faut vraiment diversifier nos revenus. On ne peut plus seulement compter sur le gouvernement et les commanditaires. Il faut regarder ailleurs. Justement, parlons de ses partenaires. Il y a la TD qui est toujours là depuis pratiquement 17 ans. Donc, elle est là depuis presque 17 ans. La deuxième année. La deuxième année. Ouais. L'Auto-Québec. Là, cette année, il y a Radio-Canada. Oui, Radio-Canada s'est ajouté. Radio-Canada, on était en discussion avec les gens de Radio-Canada même avant la Fierté l'année passée. Puis fait que ça fait longtemps que ça avançait. Puis oui, fait que Radio-Canada rentre comme c'est un grand partenaire cette année, grand partenaire média. Puis c'est ça, on va avoir une belle visibilité de ce côté-là. On a bien hâte de voir là, tout ce qu'on va développer avec Radio-Canada. Mais ce qui est intéressant, parce que Radio-Canada, quand même, c'est d'un bout à l'autre du pays. Ouais. Donc, pour la francophonie, puis on le redit encore, c'est le plus grand festival queer, c'est la plus grande fierté francophone du monde. Là, plus grand qu'à Paris. Parce qu'à Paris, c'est une marche des fiertés. C'est une marche. C'est pas du tout la même ampleur. C'est sûr que la marche des fiertés est énorme. Oui.
Mais si on regarde J'y serai cette année, alors. Bon, Oui. mais la Marche des fiertés n'a pas les ressources qu'on a. C'est une organisation bénévole qui opère sur un budget de, je pense, c'est 100 000 €, qui fait des miracles. Là, mais nous, c'est vraiment autre chose qu'on produit. J'aimerais revenir sur le défilé cette année. Est-ce qu'il y a un thème au défilé? Là, je suis certain que vous êtes bien préparé, puis il y a probablement déjà 300 000 de bénévoles d'alignés. Non, il n'y a pas de thématique. La question des thématiques, puis des couleurs, puis tout ça, non, il n'y a pas de thématique. Okay. C'est vraiment, on avait Ensemble pour tous, là, Chris l'a mentionné, c'est encore ça. On veut tout le monde, on ne choisit pas de couleurs, c'est pas ça. On veut que tout le monde se retrouve comme il le souhaite. Puis oui, on a beaucoup mieux structuré le défilé cette année. Ça, je vous le dis, on a mis une structure en place beaucoup plus solide. Mais on est encore en recrutement. Ça c'est vrai. Ça va très bien, mais parce qu'on a autant des personnes qu'on paye qu'on a de bénévoles. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés, allez sur notre site web, puis vous allez trouver les liens facilement. Fiertémontréal.com. Notre nouveau site web, d'ailleurs. Ben oui. Ben justement, là, on a un petit peu parlé on a parlé de la programmation, mais on a parlé des changements fondamentaux. Mais il y a un changement d'image qui est très beau. Là. C'est un beau changement. Et ça aussi, je pense, ça faisait partie de votre réflexion sur OK, on fait le ménage sur le passé puis on recommence à neuf. Oui puis non. D'abord, il y avait bon. Je vais le dire simplement, on avait du financement qui était disponible pour ça. Il fallait le dépenser. D'accord. Bon, il y avait ça. Fait que ça tombait très bien. Mais il y a aussi il y avait une confusion entre Fierté Montréal, le festival, le défilé, puis tout ça. Il fallait trouver une manière de différencier les choses. Fait qu'on a donné comme mandat à la firme avec qui on a travaillé, qui est géniale, là, qui s'appelle 288, de vraiment développer une identité propre à Fierté Montréal et une signature pour le festival. Ce qui nous permet, donc Fierté Montréal est vraiment cette entité-là qui est très mal connue. Cette année, on a fait des sondages, entre autres, on a fait une planification stratégique, on a consulté des communautés. On s'est rendu compte que le défilé est connu par 90% de la population. Le festival par 80%, l'organisme par 60% de la population. Fait que c'est correct, c'est normal. C'est correct, c'est normal que le défilé soit plus connu, c'est la base de tout. Mais nous, on veut que l'organisme soit mieux connu, on est fiers de ce qu'on fait. Donc, ça faisait partie du mandat. Donc, s'il vous plaît, trouvez une signature spécifique pour Fierté Montréal, donc un nouveau logo, puis une signature pour le festival et le défilé et toutes les autres activités. Et c'est beau. Je l'ai vu, quand je l'ai vu, je trouvais ça beau. Je trouvais que c'est simple aussi, puis oui, c'est facile à reconnaître. Revenons sur le site. Il y a des gens qui trouvent ça un petit peu loin. Bon, il faut dire que maintenant, j'ai bien vu que Fierté Montréal, cette année, on a bien dit que c'est pas mal partout dans la ville, là. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Le site, cette année, quand même le site principal, c'est toujours encore l'esplanade du Stade olympique. Parc olympique, oui. Qu'est-ce qu'on va faire là, pour ceux qui trouvaient que c'était un peu loin ou qui se replaient? C'est vrai que c'était la première année l'an dernier. Peut-être que les choses vont changer. En fait, moi, je pense pas qu'il y a encore des gens qui se plaignent que c'est encore là. Ben, j'avais l'impression que... on a fait des sondages, puis il y a des gens encore qui sont pas satisfaits. Puis ils disent, vous devriez mettre des navettes, puis tout ça. Puis moi, je dis, des navettes. Il y a un Montréal, métro. Exactement. Merci. Donc, prenez le métro, la navette, elle dure 9 minutes. Mais c'est ça. Puis on a pris cette décision-là. C'est quand même, puis je le dis, on aurait pu décider à l'esplanade, à l'esplanade des festivals, donc au quartier des spectacles. Puis on s'était dit, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles on n'est pas allé là. Mais entre autres, c'est quand tu es au quartier des spectacles, les chances que tu retournes dans le village sans arrêt, sans consommateur, sont diminuées. En étant au Parc olympique, c'est un site fermé. On ne s'attend pas à ce que les gens aient découvrir Hochelaga en sortant de Fierté Montréal. Fait que le transfert se fait directement. On ne perd pas du monde. Les gens vont dans le village directement. Au quartier des spectacles, ça aurait été une autre histoire. Puis juste revenir, le dernier site qu'on avait, le Parc des Faubourgs, on ne rentrait plus. Je me rappelle de ça, oui. Ça ne rentrait plus. Et l'année passée, on a fait la preuve. À Parc des Faubourgs, ça rentrait 12-14 000 personnes. L'année passée, on a eu des choix à 25 000 personnes. Oui, quand même. Je pense qu'on a démontré qu'il y avait un besoin. Puis le Parc olympique, on aime ce lieu-là. On peut vraiment le personnaliser. Cette année, on va encore le faire évoluer. On veut améliorer. L'année passée, une première année. On va continuer à l'améliorer. Puis autant pour la clientèle qui vient que pour les artistes, que pour vraiment tout le monde. Moi, je trouve qu'au niveau du son, c'était une nette amélioration.
Ouais. par rapport au parc avant. Oui. Oui, nette amélioration. Ouais. Il y aura toujours 2 scènes cette année, oui. Il y aura toujours 2 scènes, la scène TD et la scène L'Auto-Québec. Et on a encore quelques minutes. Les journées communautaires, ça a lieu aussi cette année. Mhm. Puis sur 2 jours, on a gardé le concept des 2 jours. 2 jours. Oui, ben en fait, oui. Puis il y en a qui veulent qu'on ajoute plus de journées, puis plus de rues, puis tout ça, là. Ouais. En fait, présentement, les inscriptions vont tellement bien que là, on va rencontrer la SDC, voir si on pourrait avoir des petits bouts de rue en plus, parce que ça rentre de moins en moins. Je vais interviewer le nouveau président de la SDC dans une prochaine Ok. émission. Peut-être qu'on pourra en parler. Ah, Alors, comme je dis, c'est toujours gratuit. Les gens qui ont besoin d'informations, là, je sais qu'on est, Oui. on est rendu au 22, on est au 22 mai. Oui. On vient de sortir la programmation, mais si les gens ont besoin d'informations, ils vont sur le site ouais, web. toutes les informations là, sur le festival sont sur le site web. Et l'application qui va être j'imagine, qui va être en marche bientôt. Oui, mais j'encourage les gens, le site web est très performant. Fait que allez sur votre téléphone, c'est mieux qu'une application. Puis il y a toujours aussi nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Ouais. qu'on sort. Alors, des bébites dans le ventre, on va commencer à en avoir maintenant. Oh oui. tout à fait, ouais. Mais, messieurs, on a vraiment fait le tour. J'avais d'autres questions, mais on Bon. devra refaire ça lors une autre émission. Je voudrais donc remercier mes invités, Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal, Chris Ngaboziza, qui est directeur de la programmation de Fierté Montréal. Merci à vous deux. Bon Merci, festival, bonne fierté. Merci, Denis Martin. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabotauteur. Et voilà, c'était notre première partie d'émission. On continue dans à peu près 2 minutes, là, le temps de passer à la pause. Pour ceux qui nous écoutent en ondes ou qui nous écoutent sur les canaux habituels de Canal M, pour ceux qui nous écoutent en balado-diffusion, vous ne verrez pas le temps passer. Les 2 minutes vont être coupées. Alors, après la pause, on va parler d'un autre organisme de fierté qui est Fierté littéraire. Oui, je vais m'en confesser, je suis aussi dans l'organisation de Fierté littéraire, mais quand même, il faut en parler avec son président, Claude Lalande. On va parler de problèmes de financement, mais quand même une programmation intéressante malgré tout. Et on va parler aussi de consommation d'alcool. Consommation d'alcool, on nous a recommandé de pratiquement cesser de boire récemment, selon certaines études. Alors, on en parle avec notre infirmier en résidence, Gengis Grenier. Tout cela donc à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, qui se poursuit après la pause. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. En cette deuxième partie de notre émission du 22 mai, je vous le dis tout de suite, on est préenregistré. Alors, on n'est pas en direct, mais c'est correct, ça arrive, ces choses-là. Donc, on continue de parler de fierté, du Festival Fierté Montréal, mais sous l'angle de la littérature avec Fierté littéraire. Et on termine cette émission avec notre chronique santé avec Gengis Grenier. On parle justement de consommation d'alcool. Tiens, pendant les festivals, hein, on fait ça souvent. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Un autre événement qui se déroule en même temps que Fierté Montréal, ça s'appelle Fierté littéraire. Alors, d'entrée de jeu, je vais être transparent avec vous tous et vous toutes et vous tous. Je suis la personne qui a créé cet organisme et qui en est toujours et encore le directeur général et général bénévole et directeur artistique.
Et la personne que j'interviewe, c'est un ami. Il s'appelle Claude Lalande. Il est il est président de Fierté littéraire. Bienvenue à l'émission, Claude. Bonjour, Denis Martin. Alors, là, on se connaît, mais ce qu'on a à dire, c'est important. Et on va utiliser la même rigueur. C'est juste que je voulais que les gens sachent que nous nous connaissons et que nous travaillons à cet organisme. Mais on n'était pas pour ne pas en parler à l'émission parce que c'est important. Claude Lalande, Fierté littéraire, c'est quoi? Fierté littéraire, c'est un organisme à but non lucratif, donc on n'est pas là pour faire de l'argent, qui célèbre la littérature queer, ses auteurs, ses autrices, ses auteurs et leurs œuvres par un paquet d'activités. C'est pas juste s'asseoir soi-même avec son livre devant soi, mais c'est le faire avec un public et des interactions avec le lectorat. Alors, c'est un paquet de formules différentes et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Oui, parce que lire, c'est le fun. Mais je sais, je lis à peu près entre 60 et 80 livres par année, alors j'en sais quelque chose. Claude, Fierté littéraire, ça existe depuis un petit bout de temps? Ça existe depuis 2012, mais on est un organisme à but non lucratif depuis 2019. Ça coïncide avec ma retraite. Alors, j'avais du temps à dévouer, ça fait que je me suis dit, je vais présider quelque chose. Alors, il n'y a rien de plus beau que Fierté littéraire à présider. Ah oui, quand ça va bien, c'est le fun. Alors, ça se passe quand? C'est quoi qu'on fait dans cet organisme-là? En fait, ça a commencé et ça se poursuit toujours durant Fierté Montréal. Donc, on suit pas mal les dates de l'événement de Fierté Montréal, mais on fait aussi d'autres événements durant l'année. Depuis 2021, on a créé un salon du livre queer. On a fait 2 éditions. Il n'y en aura pas cette année à cause du financement, on va revenir là-dessus. Puis, on participe à des fiertés un petit peu partout en province. On va à Québec lors de la fête Arc-en-Ciel, à Sherbrooke lors de Fier-la-Fête. On est allé à Rimouski, Rivière-du-Loup pour Fierté du Bas-du-Fleuve. Fierté du Fleuve, qu'est-ce que c'est? Fierté du Fleuve, oui. Oui, c'est vrai que Fierté littéraire a vraiment fait avancer. Mais le genre d'activité, allons-y dans le concret, parce que des activités littéraires, pour certains, ça peut être plate, mais je pense que nous, à Fierté littéraire, on n'est pas plate. Non, on n'est pas plate. Puis d'ailleurs, une belle création depuis 2016, avant que je me joigne à l'organisme, c'est le combat aux mots, petit jeu de mots. Oui, c'est AUX-MOTS, oui. C'est ça. Et qui est basé, inspiré, je devrais dire, du combat au livre de Radio-Canada, où il y a une joute amicale entre 4 personnes de nos communautés qui défendent chacune et chacun un livre. Puis c'est un processus d'élimination. Alors, ça joue musclé. Et finalement, tout le monde se rallie autour d'un livre qui gagne cette joute amicale-là. Mais rappelons-le que tous les livres qui sont présentés sont des livres gagnants. Oui, tout à fait. On en parle quand même pendant 20 minutes, presque chacun. Ouais. Et cette année, les personnes qui vont présenter, est-ce que tu te rappelles des noms? Moi, je me rappelle. Il y a Jordan Dupuis qui va représenter la genre masculine. Il y a peut-être en drag king ou peut-être en L, on ne sait pas trop, ou peut-être moitié-moitié, Rock Bière et Hervé Métal. Aussi connus comme Geneviève Labelle et Mélodie Noël Rousseau. Oui, c'est ça. Et l'autre personne? Et on a une stand-up absolument géniale qui en est à sa 2e participation, mais j'oublie son nom. Hélène Lacroix-Racine. C'est ça. Marie-Hélène Lacroix-Racine. Wow! Oui, c'est vraiment des 4 personnalités intéressantes et c'est animé par Amélie Boivin-Anfield qui est quand même une collègue comme de la radio, comme moi, parce qu'elle anime balado à la radio, elle fait sur la littérature. C'est quelqu'un qui est très impliqué dans la littérature. Et elle représente le A pour les alliés. Oui. Mais d'autres événements, parce que Fierté littéraire, c'est ludique, hein? On aime ça que ça soit... C'est ça. Et on a la chance d'avoir Barbada,
qui participe depuis quelques années avec nous et l'événement s'appelle Des livres et des paillettes. Mhm. Et c'est un événement qui permet de présenter de façon encore là très ludique des auteurs, autrices, auteurs de l'émergence, donc des gens moins connus. Le combat homo, c'était des livres quand même publiés, établis. Là, c'est des personnes qui publient possiblement pour la première fois ou qui sont moins connues. Alors, Barbada, c'est les mettre à l'aise et leur tirer les verres du nez de façon fort charmante. Oui, et c'est une heure de conte pour adultes, mais écoute, c'est pas très différent de l'heure du conte pour enfants parce qu'on est quand même très sérieux dans des discussions. Ouais. Moi, j'aime beaucoup quand elle s'habille un peu genre bibliothécaire pour présenter. Oui, elle a des lunettes absolument phénoménales. Et les perruques, c'est hallucinant. Alors, non, ça, c'est vraiment à voir. D'autres événements, je pense on peut parler de diversité en toutes lettres. Oui, la diversité en toutes lettres, dont l'animatrice et l'organisatrice est Maggie Metellus, qui est aussi membre de notre conseil d'administration. C'est une personne qui a réussi à nous dénicher des gens des minorités parmi nos minorités, donc les minorités racisées. Cette année, on va possiblement avoir une personne bispirituelle des communautés autochtones. L'an dernier, ça a été mon coup de cœur. Vraiment, il y avait de la musique, il y avait des personnalités haïtiennes qu'on a découvertes, qui n'étaient pas connues. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment spectaculaire. Je t'amène sur un autre événement que je vois sur la liste, le Grand Effeuillage littéraire. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, le Grand Effeuillage littéraire, c'est une concoction de notre directeur général bien-aimé qui est basée sur Naked Boys et Naked Girls Reading, qui est bien établi dans le milieu anglophone. C'est-à-dire que les lectures des participantes sont faites à nu ou presque, selon la zone de confort, pour que ce soit les mots et seulement les mots qui les couvrent. Donc, ça met une vulnérabilité tout à fait spéciale à cet événement-là où il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui passent. Mais il y a aussi des moments drôles et des moments ludiques. Ben, les moments drôles, l'émotion, ça peut être drôle comme ça peut être émotif. Je vais aller rapidement. Il y a aussi les espaces littéraires bienveillants. Cette année, il y en aura 4. Oui, il y en aura 4. La programmation n'est pas tout à fait établie de ce côté-là parce qu'on vient d'avoir une source de fonds un peu inespérée. Là. Donc, on va pouvoir aller chercher des personnes animantes pour ça. Possiblement faire des ateliers thématiques, mais c'est pour les personnes qui ne sont pas prêtes à se déclarer auteurs queer, autrices ou auteurs queer en public. Donc, ça se fait sans diffusion, en petits groupes restreints. Oui, parce que les événements sont diffusés, les événements grand public sont diffusés, sauf le Grand Effeuillage, rassurez-vous. Qui pourrait être en balado, on est encore en train d'explorer ça. On ne va pas diffuser les images. Les images, non. Ben justement, Claude, tu l'as mentionné une deuxième fois, on a parlé de financement. Le financement cette année n'est pas au rendez-vous de Fierté littéraire. Non, on espérait, parce qu'on était éligible maintenant après avoir eu beaucoup de succès avec des subventions de projets. On espérait avoir financement au fonctionnement pour pouvoir embaucher des ressources humaines qui nous aideraient là-dessus. On ne l'a pas eu cette année, alors on a encore du financement par projet et une superbe commandite de Fierté littéraire. De Fierté Montréal. Fierté Montréal, oui. Oui, qui a toujours été là depuis le début, qui a financé en grande partie les activités de Fierté littéraire. Mais sauf que là, l'organisme est rendu à un point tournant, on ne peut plus fonctionner avec du bénévolat, il faut embaucher des gens et c'est là que ça devient problématique. Ouais. Est-ce qu'il y a, donc, tu l'as mentionné, cette année,
il y a quand même des choses qui sont coupées dans la programmation. Oui, tout à fait. On avait 2 événements de plus durant Fierté Montréal l'an dernier qui ne reviennent pas cette année. Et on avait créé le Salon du Livre qui a été un énorme succès, là, des centaines de personnes sur place et des centaines de visionnements sur... des milliers de visionnements. Des milliers, merci. Oui. Cette année, on va les mettre en petites capsules très bientôt. Là. Donc, c'était aussi une occasion pour les personnes qui écrivent de vendre leurs livres. Et ça a été très réussi parce que des personnes nous disaient « On va au Salon du Livre de Montréal, on ne vend pas. On vient ici parce que c'est notre public, on vend. » Oui, parce que, écoute, on avait à peu près chaque jour, à peu près entre 350 à 450 personnes qui venaient au Salon du Livre. En fait, la salle était pleine. Et là, cette année, parce qu'on n'a pas l'argent, on va le couper. C'est une grosse perte. Mais on a aussi coupé autre chose qui est dans la programmation de Fierté Montréal. Il n'y a pas de concours littéraire cette année. C'est ça. Ça a été un des choix très difficiles à faire, mais un concours littéraire, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Et le faire sur une base complètement bénévole, ça ne marche plus. On a reçu 44 textes l'an dernier, je peux le dire. Là. C'est beaucoup de textes. Là. C'est beaucoup de textes, et puis ça mène habituellement à la publication d'un recueil quand c'est le concours régulier. Et puis, ça prend une direction littéraire. Et faire ça bénévolement, c'est très difficile. J'en sais quelque chose, c'est moi qui la faisais. Oui. Mais quand même, il y a de l'espoir. Il y a eu une subvention qui est arrivée, qui était inespérée, qui va nous aider à boucher les trous, là, qui nous vient de la Ville de Montréal. Donc ça va nous aider. Mais il y a quand même... je pense que vous êtes encore en travail pour essayer d'avoir du financement à long terme prévisible. Ah oui, deux membres du conseil d'administration, dont moi, on a fait des grosses demandes, relance post-COVID et égalité des femmes et des genres Canada. Là, alors, on se croise les doigts. On se croise les doigts, des mains et des pieds s'il le faut. Claude Lalande, président de Fierté littéraire, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Vous écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se lève et on continue. En fait, on termine l'émission. On a parlé donc de Fierté Montréal, de leur festival qui s'en vient au mois d'août, de Fierté littéraire. Quand on dit festival, on dit aussi des parties. C'est correct d'avoir des parties, là, hein, d'avoir du fun. Et donc, on parle de consommation d'alcool et notre infirmier en résidence s'intéresse à la question. Gengis Grenier, bienvenue à l'émission, Gengis. Comment ça va, Denis Martin? Ça va très bien. Alors, on parle en tant que connaisseur ou en tant qu'expert? Un peu des deux. J'ai fait de l'urgence assez longtemps. Hey, Denis Martin, ça fait quelques émissions, je t'entends dire infirmier en résidence, mais je suis pas en résidence. Non, je dis en résidence chez nous. Ah, en résidence chez vous? Oui. Hey, excuse-moi, je commence à faire de la démence. Je m'imagine déjà en CHSLD. Désolé. Ah, avec l'âge que j'ai, tu es en train de traiter un aîné, là. Non, excuse-moi. C'est que je t'avais déjà dit, en fait, que j'avais déjà travaillé dans une résidence, mais c'était pas... Non, en résidence chez nous. Ah, ok, excuse-moi. Merci. Mais cela dit, l'alcool. L'alcool. Donc, il y a une étude en janvier qui venait donc d'une étude, je vais citer l'étude qui est le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, qui a publié un rapport en janvier dernier qui, lorsqu'on tient compte des risques de cancer, des maladies cardiovasculaires, ça va pas bien. Il faudrait pratiquement arrêter de boire, point à la ligne. Et arrêter de boire, point à la ligne. Ça va faire des fêtes plates, hein? Des fêtes plates, oui. Surtout quand on est en mauvaise compagnie, parfois l'alcool, c'est un lubrifiant social. Visiblement, les réseaux sociaux sont assez forts sur notre écoute, parce que moi, en tant que bon alcoolique, j'ai jamais vu passer ce rapport-là dans mes réseaux sociaux. Il n'a pas été sponsorisé
du tout. Mais je pense que les algorithmes l'ont mis bas. Mais cela dit, sérieusement, ça disait que si on tient compte des maladies hépatites, on parle des cancers, des maladies cardiovasculaires, d'invalidité, problèmes sociaux. En fait, ce que ça dit, je vais le citer, l'alcool est l'une des principales causes évitables de décès, d'invalidité, de problèmes sociaux, de même que certains cancers, certaines maladies cardiovasculaires, certaines maladies hépatites, ainsi que de blessures accidentelles et d'actes de violence. En 2017, l'alcool a causé 18 000 décès au Canada. Cette même année, les coûts associés à la consommation d'alcool au pays s'évaluaient à 16,6 milliards de dollars, dont 5,4 ont été dépensés en soins de santé. Donc, Et là, mais c'est vrai, tu sais, Denis Martin et moi aux urgences, tu sais, l'alcoolisme, nous amène bon nombre de clients. Tu sais, j'ai fait quand même de l'urgence pendant 10 ans, une fin de semaine sur 2. J'ai même déjà vu, tu sais, quand on parle de maladies, on peut parler des maladies du foie, la stéatose alcoolique, hépatique au niveau du foie, ce qui amène un foie gras, etc. Ça rend les gens malades. Puis là, ben oui, en fait, le rapport a entièrement raison. Mais tu sais, moi, de mon point de vue infirmier, on peut voir ça de deux choses. Tu sais, je pense qu'il y a eu beaucoup de publicité sur la modération, un bien meilleur goût. Faut connaître ses limites. Tu sais, selon moi, pour avoir fait de l'urgence puis toujours avoir eu un lit en psychiatrie à la disposition de la population, étant souvent dans ma section, il y a souvent des buveurs qui sont... Il y a en fait une clientèle pour l'alcool qui ne sont pas prédestinés à en prendre. Les buveurs agressifs, ouais. les buveurs tristes. Tu sais, la clientèle pour ça, selon moi, c'est les buveurs joyeux. Hein? Ouais. Pas les deux autres types. Mais les chiffres que tu as énumérés, ça fait du sens à mes yeux. Mais ce qui serait plus difficile, tu sais, dans l'histoire courte, récente, nord-américaine, on fait un petit tour, il y a à peu près une centaine d'années aux États-Unis, les Américains avaient essayé de rendre l'alcool illégal. Puis ça l'a mené à du cartel, etc. Là, de l'interdire complètement dans un pays dont le Québec est une grande nation et possède une société d'État qui régularise l'alcool, dont l'État tire des profits, ça serait difficile à faire. Mais sous un point de vue santé, moi, j'étais encore plus radical que ce rapport-là. Moi, je donnerais le droit aux gens. Toi, tu as le droit d'en prendre parce que tu réagis bien, tu as un comportement exemplaire. Ou d'autres personnes, tu sais, qui ont eu des accidents d'automobile, qui ont tué des gens sous l'alcool. J'écoutais en fait un reportage sur une jeune fille américaine. Elle venait de tuer 2 piétonniers sur le bord de la route. Elle était en train de dégriser en cellule, puis ça semblait rien ne lui faire d'avoir tué 2 personnes et elle pensait juste à retourner à l'école le lendemain. Fait que il y a des gens pour qui l'alcool, c'est vraiment pas fait du tout. Sur un point de vue psychologique et psychiatrique, là, on parle même pas de tous les effets que ça a sur le métabolisme, comme que tu viens d'énumérer. Ensuite, tu sais, on le voit un peu, tu sais, dans nos équipes de travail, la personne qui va boire toujours un peu trop à tous les jours a une personnalité quand même excessivement irritable, ce qui peut apporter d'autres problèmes sociaux. Puis, moi, j'avais été à une des conférences des AA, puis une des choses qui m'avait le plus marqué, c'était t'es alcoolique quand la première chose que tu fais le matin, c'est de prendre un verre avant de manger. Moi, je pense que c'est une bonne référence, mais là, tu sais, de l'interdire, bref, c'est sûr que ça passerait pas ni au Parlement canadien, ni à l'Assemblée nationale du Québec, je crois. Notre vie est toujours autour d'un verre d'alcool, que ce soit la petite bière quand on regarde... Ça fait partie de notre histoire et de notre culture. Alors là, je vais te donner d'autres chiffres, c'est intéressant, parce que là, on parle 0 verre par semaine, aucun risque pour la santé. 1 à 2 verres standard par semaine, c'est un risque faible. Juste 1 ou 2 verres. Oui. Puis 3 à 6 verres standard par semaine, c'est un risque modéré. Mon Dieu, qu'on me brûle comme une vulgaire sorcière, ça presse. Ah bon? Je pense que tu sais, avec tout l'échantillonnage justement de la science qui a évolué, qui a beaucoup pris d'ampleur dans les 40 dernières années, ça leur a permis de sortir des chiffres et de pouvoir présenter ça. Je pense qu'il y a un examen de conscience à faire, puis qu'on a toujours minimisé un peu ça. T'sais, on s'entend que les grandes compagnies qui produisent le vin, l'alcool, avec l'État qui a la SAC, qui
qui est géré par l'État, dont l'État tire des revenus. Ensuite, la SQDC pour la marijuana. Dans d'autres provinces canadiennes, on parle de rendre légal quand même l'utilisation personnelle de drogue dure. Faire un retour en arrière sur l'alcool serait très drôle. Tu sais, dans mon expérience clinique, quand je travaillais dans une prison provinciale là, sur l'île de Montréal, les gens sont prêts à tout. Ils savent à peu près un peu comment se fabriquer de l'alcool. Même si on était illégal, on pourrait pas empêcher la contrebande. Denis Martin, sais-tu comment que les prisonniers en prison font de l'alcool? Non. Non, ça s'appelle la baboche. Écoute, ils réunissent des morceaux de fruits, pelures d'orange, bananes avec des morceaux. Ils vont mettre du Tylenol là-dedans, des tampons d'alcool, un peu de liquide. Ils vont fermer ça dans du papier d'aluminium, vont laisser fermenter ça au soleil. Puis là, il faut qu'ils aillent à leur jugeote pour savoir quand est-ce qu'il est bon. Puis il y a eu un monsieur, il s'était fait de la baboche, puis il était en manque d'alcool. Fait que là, ils vont faire n'importe quoi pour s'en créer. Il a fait sa recette tellement fort qu'une fois ingéré, il a perdu la vue. Oh! T'sais, fait que, puis moi, je suis pas sûr, on m'interdirait de prendre mon petit verre de vin à tous les jours. J'essaierais peut-être d'en faire à la maison. Mon père, quand j'étais jeune, faisait son propre vin. Oui, il y a eu la prohibition qui a existé peut-être avant le temps de ton père. Là, je googlerais comment faire ma propre bière, mon propre cidre. J'ai un de mes meilleurs amis qui habite à Sainte-Julie. Il produit aussi son propre cidre au miel ou cidre aux pommes. C'est vraiment excellent, mais... Dans le pratico-pratique, finalement, c'est un peu comme toute chose. Il faut connaître c'est quoi. C'est toujours une gestion de risque. C'est une gestion de risque, mais de là de dire de l'interdire complètement, tu sais, si on prend par exemple l'Indonésie ou je ne veux pas en viser un en particulier, un pays musulman qui applique vraiment la Coran de façon un peu extrême ou un peu très à droite, où ce que l'alcool est réellement interdit sur tout le territoire. C'est clair que ces gens-là n'ont pas tous les problèmes de santé qu'on peut avoir dans les pays où on consomme de l'alcool. C'est sûr. Je serais tellement curieux de comparer les chiffres. Ça engendre des problèmes de santé de moins, ça engendre des coûts en moins, ça donne des médecins et des infirmières qui sont plus disponibles pour le reste de la population. C'est vrai que les hospitalisations aux soins intensifs, les séjours à l'urgence liés à la consommation d'alcool, c'est important. J'ai déjà vu un monsieur là, en sevrage d'alcool tellement aigu, quand j'y ai fait ses prises de sang, son sang a sorti jaune. J'étais en début de pratique. Je pensais que je piquais mon premier extraterrestre, que j'avais découvert mon premier reptilien. Mais non, tu sais, en fait, ça l'attaque tellement sévèrement le foie. La bilirubine qui est mais la consommation modérée augmente quand même les risques à long terme. Oui, mais là, c'est à savoir, écoute, c'est une gestion de risque qu'on doit prendre socialement. Oui, je pense que oui, mais tu sais, là, de dire de l'interdire, je pense que c'est un peu extrême. Peut-être donner un permis aux gens qui peuvent en prendre un. J'en reviens là-dessus. Ou rendre le mois de février sans alcool obligatoire pour tous. Pour avoir un mois sur 2 qu'on pourrait boire, l'autre mois non. Je sais pas, mais c'est sûr que tu as un rapport qui dit qu'on devrait juste pas prendre d'alcool. Ils ont raison. En fait, ils disent que la consommation d'alcool est problématique, peu importe la quantité. Mais ils ont raison. Mais tu sais... Mais la consommation de drogue, peu importe la quantité, c'est problématique aussi. Puis on en a vraiment parlé de long en large. La consommation de cigarettes aussi. Oui, non, c'est sûr. Tu sais, l'humain puis l'humanité, là, dans toute son histoire, ont toujours eu leurs petits vices. Ouais. Moi, je pense que c'est bien aussi de choisir à une population leurs petits vices. T'sais, on retourne, v'là 200 ans, on brûlait quand même des femmes aux cheveux roux sur un bûcher, puis on les accusait de sorcellerie. Là. C'est un petit clin d'œil dans l'histoire du cosmos derrière nous. Ouais. Là, ça, c'était un méchant vice, brûler des êtres humains sur un bûcher. Là, que quelqu'un choisisse de son propre gré de s'acheter une bouteille de vin avec son propre argent pour soulager des maux. Moi, j'ai entendu des médecins là, dire dans leur vie, l'alcool est un bon traitement contre bien des choses. Ça peut soulager les gens dans leur anxiété, ça peut soulager les gens dans leur agressivité aussi. Tu sais, on parlait, ça peut rendre les gens agressifs, mais il y en a qui savent qu'ils peuvent péter un plomb, vont prendre un verre pour se calmer, puis mettons que le meeting en équipe va mieux se dérouler. Tu sais. Ça dépend du point de vue et de la perspective, selon moi. Tu me permets-tu de terminer là-dessus? I'll drink to that. I'll drink to that too, hein? Bonne soirée, Denis Martin. Gilles Grenier, merci d'avoir été avec nous.
Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabotauteur. C'est à l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 22 mai 2023, journée des Patriotes ou de la Reine, selon où vous vivez au Canada. Et merci de votre fidélité à notre émission et notre balado. N'hésitez pas donc à communiquer avec nous, heureciel en un seul mot, @outlook.com. Merci à nos invités aujourd'hui, Simon Gamache, Chris Ngabo-Ziza de Fierté Montréal, Claude Lalande de Fierté littéraire, Gengis Grenier, notre infirmier bien-aimé. Merci à l'équipe, France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley à la musique, Gerline Molette, chef du contenu numérique, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion de Canal M, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vue et Voix et de Canal M. Merci donc d'être avec nous. On se revoit la semaine prochaine. C'est Denis Martin Chabot.